Allez, 13. Une seconde. C'est un accident. Bref, dans cette vidéo, on va voir 13 pièges dans lesquels la plupart d'entre nous tombent et qui stoppent littéralement notre enrichissement. J'espère que ça va te faire réfléchir. Je le mets là parce qu'il est hors de question que j'oublie un seul des 13 points que j'ai notés. Ok? Et on va attaquer, pas par ordre, j'ai regroupé certains des points et on va quand même essayer de suivre une forme de logique, d'accord? Pour que pour toi, ce soit digeste. Le premier piège dans lequel tout le monde tombe, c'est qu'il n'a aucun objectif. La plupart des gens te disent « moi, je veux devenir riche ». Ok, mais c'est quoi un riche? Et le deuxième piège dans lequel tout le monde tombe, c'est lorsqu'il est question de se fixer l'objectif. Donc déjà, est-ce que tu dois réellement raisonner en forme de salarié? Point d'interrogation. La réponse est bien évidemment non. Quand tu veux obtenir des sommes plus importantes que la moyenne, ne raisonne pas en mode salarié. Dis-toi par exemple, mon objectif, c'est l'objectif que je fixe à tous mes élèves, c'est de faire 120 000 € par an. Ça, c'est un objectif. Ensuite, combien tu te laisses de temps pour atteindre cet objectif? Par exemple, 3 ans. Et si tu te fixes 3 ans, par quelle méthode tu vas y arriver? Tu vois, regarde déjà, on construit un raisonnement. Immobilier, bourse. À ça, tu vas opposer les ressources. Je suis salarié. Oh, décidément, c'est couleur. Ok. Mon salaire est de 2 000 € par mois. Mon épargne est de 20 000 € par mois. Qu'est-ce que je peux faire avec ça pour atteindre ce résultat-là? Quelles sont mes options? Est-ce que c'est viable? Est-ce que l'immobilier n'est pas trop long? Est-ce que la bourse n'est pas trop risquée? Je ne vais pas le faire à ta place. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, pour se construire un objectif, eh bien en fait, passent à côté de l'ensemble du tableau. C'est-à-dire qu'ils se le construisent rapidement en disant simplement « je veux devenir riche », sauf qu'il manque tous les détails et le plan qui va avec. Quel est le plan? Et il y a un dernier point, avant que je clôture cette première intro, enfin ce premier point d'intro, qui est hyper important, c'est que le plan reste théorique tant que bien évidemment il n'y a pas eu d'action qui confirme. Ce qui veut dire que, et c'est là où ça devient vicieux, ça nous amène sur le deuxième point que je trouve très intéressant. D'ailleurs, je vais le faire plus en grand comme ça. C'est l'action / la réflexion. Où là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet du plus grand des pièges dans lequel la plupart des gens tombent et où cette vidéo aurait pu te laisser sous-entendre qu'il fallait faire ça alors qu'il faut faire ça. C'est que, pareil, 80% des gens, je dirais, vont réfléchir puis agir. Alors que pour moi, il faut agir, puis réfléchir. Bon, ça c'est un R, je l'ai mal fait, je le refais. Je m'explique, tu vas comprendre, ça va être très rapide. Parce que après l'action, la réflexion, relaction. Relaction, voilà. Et ici, la réflexion. Ça c'est bon, on s'est compris. Tu vas comprendre et c'est très simple. Qu'est-ce qui se passe ici? La plupart des gens restent bloqués, coincés, sclérosés, emploie le terme que tu veux, dans ce système. C'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de temps dans ce que moi je vais appeler la théorie et peu de temps dans ce qu'ici on va appeler la pratique. En reportant la pratique, ils passent à côté de quoi? De la réalité. Et ça, c'est un vrai piège en fait. Et c'est réellement lié au point d'avant. Tu ne peux pas établir ton objectif,
tant que tu n'as pas éprouvé dans la réalité le process. Ce qui veut dire que, en gros, dans ton cheminement pour atteindre ton premier objectif financier, tu dois, vraiment tirer un trait rapide et te dire, ok, voilà globalement, je veux faire les 10 000 euros par mois que Nicolas m'a donné comme objectif. J'essaie avec l'immobilier, boum, tu achètes tout de suite. Tu ne vas pas trop perdre de temps dans la réflexion. Une fois que tu valides un process, donc tu as passé une action, du coup, ici, tu as une pratique. Cette pratique, elle est connectée à la réalité. Elle te permet quoi? Elle te permet d'établir une vraie réflexion. C'est-à-dire que là, la réflexion, elle n'est pas la même ici que là. Ici, tu es dans ta théorie, il se passe un truc, ça te contrarie, boum, tu réfléchis et tu n'avances plus. Alors que là, tu agis, bam, tu as un résultat direct du réel. Le réel va améliorer ta réflexion et tu vas plus vite passer à l'action. Donc ça, c'est un piège très courant que je vois très souvent. C'est que la plupart des gens commencent par réfléchir puis ils agissent, mais ils perdent du temps. Il y a une perte énorme sur la réflexion parce que justement, ils n'ont pas encore compris que c'est l'action qui permet la bonne réflexion. Et ceux qui sont plutôt de ce côté-là vont agir et réfléchir d'ailleurs beaucoup mieux. Ok, donc on passe maintenant au point suivant et je vais prendre un élément qui est lié à tout ça, c'est le temps libre. Alors ton temps libre. Et là, tu ne vas pas trop l'aimer ce point-là, c'est le troisième point. Mais pourtant, c'est la réalité. Il n'y a que deux solutions avec le temps libre et il y a là encore 80% des gens qui vont aller de ce côté-là et ce sont les loisirs. Alors qu'à l'opposé, ici, on a le travail. Ce n'est pas vraiment le bon mot, mais c'est provoquant volontairement. En fait, c'est quel travail tu fais avec ton temps libre pour obtenir le résultat que tu convoites. On est dans l'empire du loisir et la plupart des gens vont préférer, lors de leur temps libre, se détendre plutôt que d'avancer vers leur objectif. Je vais être très clair avec toi. C'est un énorme piège dans lequel tout le monde tombe aussi. Si dans ton projet, il n'y a pas de sacrifice, il n'y aura pas de résultat. Et le sacrifice que tu dois faire, c'est ton temps libre et ça doit correspondre à quelque chose. Je te donne un exemple. Ici, moi, c'est ce qui m'arrive. Je te prends ni plus ni moins que ce qui a été pour moi le cas. Qu'est-ce que j'ai sacrifié? J'ai sacrifié Netflix parce que je n'ai plus le temps. Et donc, je te pose la question à toi aussi. Est-ce que tu as le temps de regarder des séries Netflix? Si la réponse est oui, tu sais déjà ce que tu dois sacrifier. Et c'est une réalité. Tu as un gros objectif, tu vas devoir forcément sacrifier des choses. Si tu ne les sacrifies pas, il n'y aura pas le résultat que tu convoites. Bon, je te rappelle que le titre de la vidéo, c'est les 13 pièges, d'accord, qui te stoppent dans ta progression vers la richesse. Donc, si tu crois que c'est facile d'être riche quand tu n'as pas d'argent, c'est ça qui est important, tu passes à côté de l'essentiel. Boire et fumer, c'est le quatrième point. Alors, je vais le faire en direct avec toi. Je ne suis pas un fumeur, d'accord? Tac, je le tape. Là, voilà. Attends. Voilà. Donc j'ai tapé moyenne consommation paquet de cigarettes. Donc un fumeur, donc je n'avais même pas le prix, dépense en moyenne 10,40 € par jour. Ça, c'est ce qu'il dépense par jour. Ça représente 312 € par mois. Ça représente 3 744 € par an. Je ne vais pas te faire l'affront, t'inquiète pas, je vais vite effacer tout ça. De te dire que voilà, moi je fume pas et je bois pas, parce que ça c'est que la cigarette, tu peux ajouter l'alcool. Donc ça fait 37 000 € sur 10 ans. Moi ça fait jamais fumé, j'ai 40 ans, donc j'ai économisé plus de 74 000 € et encore c'est une moyenne. Donc tous ces calculs, tu les connais, je ne vais pas m'étaler là-dessus, tu sais déjà tout ça. Donc on efface, bien évidemment, au-delà de l'aspect financier, et ça c'est un piège qui t'empêche énormément. Il y a cet élément-là dont personne ne te parle jamais et moi que je trouve extrêmement intéressant. C'est que les 1 €, enfin quand on te donne 1 € quand tu es jeune et quand on te donne 1 € quand tu es vieux, alors attention, je vais mettre vieux entre guillemets parce que moi je me considère comme étant jeune, mais alors que je suis vieux en fait, parce que j'ai plus de 40 ans, j'ai 42 ans, tu vois. Donc moi je me considère de ce côté-là.
mais j'ai été jeune et la valeur des 1 euro de quand j'étais jeune, elle était beaucoup plus importante que les mêmes 1 euro qu'on m'aurait redonné quand j'étais vieux. Pourquoi? Parce que si ces euros que j'ai eu quand j'étais jeune, j'avais fait de l'investissement, j'avais investi avec, eh bien cet argent, il se démultiplie complètement pour le futur. Et ça, la plupart des gens ne le prennent jamais en considération. C'est-à-dire que les 10 balles que tu mets dans ton paquet de cigarettes, si tu les avais mis dans une action en bourse, eh bien, ils t'auraient rendu riche. Et ça, je veux que tu l'entendes, c'est hyper important. C'est un piège dans lequel tout le monde tombe. Ils ne comprennent pas en fait la valeur de l'argent qu'ils reçoivent quand ils sont jeunes, ils passent à côté et malheureusement, ils le dépensent n'importe comment. Alcool, cigarettes, c'est pas pour faire de mauvais jeux de mots, mais ça part littéralement en fumée. Ok? On n'est pas à la moitié, on est au 5e point. Du coup, on va aller sur celui-ci, confondre la retraite. Et d'ailleurs, c'est pas comme ça que je l'ai écrit, mais c'est ce que je voulais dire. Confondre la retraite et le fait d'être vieux. Alors, je vais t'expliquer ça, ça peut paraître paradoxal. En gros, la retraite, c'est quoi? C'est pas quand tu es vieux en fait. C'est juste un état de fait qui permet d'arrêter le travail. Voilà. Gros, tu es retraité dès l'instant que tu peux t'arrêter de travailler. Qu'est-ce qui peut te permettre d'arrêter de travailler? Je vais te donner un exemple que tu vas très bien comprendre. C'est le loto. Alors, c'est un très mauvais exemple parce que je déteste ça. Mais voilà, tu m'as compris. C'est le loto. Et c'est un mauvais exemple. Pourquoi? Parce que la plupart des gens comptent sur un jeu, d'accord? Sur les jeux en général, pour devenir riche ou arrêter de travailler, etc. Ils misent, c'est le cas de le dire d'ailleurs, c'est amusant d'utiliser ce terme dans cette situation-là, sur le mauvais cheval. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment le loto qui leur permet d'arrêter de travailler. C'est le fait qu'ils aient l'argent nécessaire qui leur permet d'arrêter de travailler. Donc, tu vas comprendre mon raisonnement et tu vas voir où je veux en venir. En gros, si tu fais des investissements et que ces investissements couvrent ton salaire, tu es d'accord avec moi qu'en soi, tu peux arrêter de travailler. Et si ce processus arrive, par exemple, pour tes 35 ans, ben donc tu es à la retraite. Si par exemple, à tes 18 ans, tu commences à investir et à tes 35 ans, tu as suffisamment investi pour arrêter de travailler, ben tu es à la retraite. Donc tu vois bien que ce n'est pas le fait d'être vieux qui égale la retraite. Ça, c'est une erreur, c'est une croyance. C'est juste le fait de se comporter correctement avec ton argent qui te permet ce résultat. Donc, ne confonds pas vieux et retraite. Comprends simplement que la retraite est une conséquence de bons choix financiers. Et quel est le plus mauvais des choix financiers? Ben, c'est le loto. Le loto, c'est le pire des choix. C'est celui qui s'oppose avec le fait de l'investissement, le fait d'agir sur son argent. Donc, agis sur ton argent. Tu auras des résultats. Ces résultats t'approcheront plus rapidement de la retraite. Continue à rester dans ce schéma. Et la retraite, tu l'auras quand l'État te la donnera. Et ça, c'est pas ce que tu veux. Enfin, en tout cas, si tu es là, c'est pas ce que tu veux. Alors maintenant, tout ça c'est fait, on en est là. On va faire celui que j'aime le moins aussi. Alors ça, c'est moi qui l'aime pas, mais parce qu'il est dur à expliquer, c'est suivre ses amis. Donc, je vais devoir te prendre un exemple un petit peu tiré par les cheveux, dont on va reparler ensuite, parce que c'est lié à un autre point. On va prendre l'exemple de la voiture. On va reparler de la voiture après, différemment. Mais ici, la meilleure manière d'expliquer ce piège-là, qui est très courant, eh bien, en fait, c'est de parler de la voiture. En gros, on va imaginer que, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai vécu, là, le cas que je te prends, voilà, c'est un cas que j'ai vécu, voilà. On a, toi et moi, un ami qui achète une Alfa Romeo, elle est trop belle, on la veut tous les deux, et tu fais l'erreur toi aussi, du coup, tu dis, ben, il l'a acheté, moi aussi, je l'achète. Et en vrai, quand tu vois un ami faire quelque chose financièrement et que tu fais la même chose, tu ne fais que voir la surface émergée de l'iceberg. Et ici, la surface immergée, c'est le point le plus important pour lequel, justement, tu risques de commettre le plus d'erreurs parce que tu ne connais pas le back-office. Ça se sépare en deux parties. Et ça, bien évidemment, c'est toi, c'est moi, c'est nous, quoi. Donc ici, toi, tu as fait un crédit. Et comme il n'y a personne qui t'a aidé, tu as fait un crédit à 100% et tu te retrouves avec un crédit sur le dos de 40 000 €.
Et ça, c'est la pire des situations. Parce qu'en réalité, par exemple, son Alfa Romeo, eh bien, il y a ses parents, d'accord, qui lui ont filé 25 000 € pour se la payer. Et du coup, il a un crédit, oui, il a un crédit, mais il n'a pas le même crédit que toi, le gars. Ok? Et ça, bah, tu ne le sais pas. Tu ne peux pas le savoir. Moi, je te le dis ici parce que c'est juste ce que tu vois. Toi, tu vois que la voiture. Mais de la même manière, il a pu avoir un héritage. On lui a filé 100 000 balles et il a alloué sur ces 100 000 balles, ce qui est la pire des décisions financières, 40 000 balles à la voiture. Et dans ces cas-là, ça aussi, tu ne le sais pas. Et même s'il te l'a dit, tu ne sais pas comment il a monté le truc. Et même si, on va continuer à tirer par les cheveux, les 40 000 €, la banque lui a octroyé un crédit et du coup, avec ce crédit, il a pu acheter l'Alfa Romeo, ça n'a pas fonctionné. C'est pas bon. Parce que ta situation, elle n'est pas la même que la sienne. Et n'ayant pas tous ces détails, tu crées en fait sur ta situation par mimétisme, finalement, une énorme erreur financière. Et ça t'empêche d'atteindre tes objectifs. N'agis pas en conséquence ou par simplement influence du groupe, même si j'ai complètement conscience que c'est très difficile. Ok? Et ça, je te le dis, mais c'est un point que j'aime pas du tout parce que dans la réalité, je sais très très bien que c'est très dur à mettre en place parce que l'influence du groupe, c'est très dur à résister. Alors ça, c'est un point sur lequel tous les grands gourous de la finance vont me détester, ne seront jamais d'accord avec moi. C'est avoir un fonds de sécurité. Alors, moi, je déteste ce truc-là. Tout le monde te conseille de le faire. Je suis complètement contre. En réalité, on va d'ailleurs tirer un trait. Je vais être tout à fait transparent avec toi. Le fait d'avoir un fonds de sécurité, c'est de dire par exemple, pour couvrir mes risques et mes frais, il me faut 15 000 €. Voilà, et avec ça, je couvre mes risques. Et à partir de là, ça, c'est mon fonds de sécurité. Et s'il m'arrive quoi que ce soit, je peux faire face. Bon, ok, je comprends le principe, etc. Et je suis complètement contre, mais je vais t'expliquer ensuite pourquoi. L'idée et le seul point positif que je trouve dans cette notion de fonds de sécurité, elle est très simple, c'est que je valide par contre le processus. Voilà, je veux que tu l'entendes. Voilà, le processus pour moi est validé, c'est-à-dire le comportement qui se cache derrière la constitution du fonds. Pour te faire ce fonds, il faut forcément que d'une manière ou d'une autre, tu sois régulier, d'accord, dans la démarche qui consiste à mettre cet argent sur un compte. Et ça, je valide. Ensuite, et c'est là où on va s'arrêter, pour moi, 100% de tes fonds doivent être à destination d'un investissement. J'écris invest parce que c'est plus simple pour moi. Tu choisis un investissement dans lequel tu t'engages et 100% des fonds que tu possèdes vont dans l'investissement. Si cet investissement produit des rentes, des intérêts, appelle ça comme tu as envie, les intérêts, pour moi, à terme, finiront par représenter ce que la plupart des gens appellent le fonds de sécurité. C'est ma conception de la chose, elle est très particulière. Je comprends très bien que la plupart des gens n'adhèrent pas à ce système. Pour moi, c'est le piège du fonds de sécurité dans lequel tout le monde tombe. Avoir un fonds de sécurité qui est là et qui attend, ça ne sert à rien. À rien, c'est un piège. Et le plus gros piège derrière tout ça, c'est le pire de tous, c'est d'avoir ce que les gens appellent de l'épargne. Et comprenons-nous bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne me comprennent pas là-dessus, moi je valide le fait d'avoir des sommes qui ont une destination, qui ont une allocation, qui vont aller sur certains comptes. Mais je réfute le fait de conserver de l'argent pour attendre qu'il se passe je ne sais quoi. Ça, c'est une hérésie. L'argent qui est à l'arrêt, c'est de l'argent que tu perds. C'est comme ça que je le vois. Ok? Donc on passe maintenant au point suivant et je dois t'avouer qu'à ce stade, tu auras dans le chapitrage en dessous les points où on se trouve. Moi, je sais déjà plus, enfin je sais où j'en suis, mais je ne sais plus à quel point je me trouve. Il y a un point qui est, c'est ce point-là, c'est quitter. Alors là, je m'adresse aux jeunes. Ce point-là, il n'est pas pour tout le monde, mais quitter la maison des parents, hein, je ne le précise pas, trop tôt. Ça, c'est vraiment un truc que je veux passer comme message. C'est un énorme piège et c'est un piège à double tranchant. Premièrement, pourquoi? Parce que quand on est chez ses parents, on ne profite pas de l'opportunité. Donc, il faut que tu profites, si tu regardes cette vidéo et que tu es plutôt jeune, profite de l'opportunité. Tu as une double opportunité.
Tu as une opportunité financière et une opportunité temporelle si tu es jeune que malheureusement, trop peu de personnes mettent en avant, trop peu de personnes expliquent. Et donc, moi, je vais rapidement te brosser le tableau. Premièrement, si tu es jeune et que tu es chez tes parents et que tu as la chance d'avoir un revenu quel qu'il soit, tu n'as aucun frais. Donc, ça veut dire que non seulement tu as plus d'argent que la plupart des gens, parce que c'est une situation qui ne se reproduira pas de sitôt dans ta vie, mais deuxièmement, tu as le temps qui joue à ta faveur parce que tu es jeune. Tu peux donc prendre des positions, faire des choses qui sont à ton avantage, mais total. Et deuxièmement, et alors ça, c'est pour moi, j'ai envie de dire, la beauté de la chose, tu as la capacité à te refaire que là aussi tu vas perdre rapidement dans ta vie d'adulte. Parce que le fait de se refaire, ça veut dire que j'ai perdu de l'argent, mais comme j'ai aucun frais, je peux recaver. Alors, ce n'est pas le bon terme, tu m'excuses, c'est un terme pas du tout adapté à la situation, mais ce n'est pas grave. Mais je vais pouvoir renflouer mes caisses plus facilement du fait qu'en face, j'ai 0 € de frais. Alors bien évidemment, je ne veux pas qu'on croie que je suis en train de te dire de profiter de tes parents, mais je suis en train de te dire, prends conscience de la chance que tu as d'être dans cette situation et exploite-la à son maximum. C'est un piège considérable dans lequel on est tous tombés que de se barrer trop tôt de chez ses parents et de ne pas profiter de tout ça. Alors c'est un paradoxe parce que je veux quand même aussi le préciser. Le fait de devenir adulte et d'avoir des responsabilités te connecte plus à la nécessité d'avoir de l'argent et à la nécessité justement de te prendre en main. Mais il y a quand même parmi vous, j'en suis certain, des gens qui vont comprendre le message que j'essaye de faire passer. Il y a une opportunité dans cette situation qui est indéniable et que je ne voudrais pas que tu rates. Donc pour moi, c'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber. S'endetter, alors c'est le point suivant, c'est s'endetter au premier salaire. Alors, dès que tu vas avoir les premiers revenus, la plupart des gens vont faire la même erreur. C'est souvent une erreur qui se découpe en deux parties, qui est différente selon les personnes. La première, c'est de faire un cadeau. Alors, je vais mettre un X parce qu'il peut y avoir plusieurs cadeaux aux gens qu'on aime parce qu'on a eu un salaire. Et ou, c'est le cas de tout à l'heure, s'acheter une voiture à crédit. Alors là, j'aime autant vous dire que c'est la pire des situations, mais bref, de manière générale, s'endetter bêtement dès son premier salaire, je vais entourer surtout la voiture à crédit qui est la chose la plus courante, on a envie de se faire plaisir, on a son premier salaire, énorme erreur, le crédit bagnole détruit toutes tes perspectives financières. En gros, tu alloues tes fonds dans premièrement quelque chose qui va perdre de la valeur, donc c'est une perte, et deuxièmement, c'est une double perte parce qu'ici, c'est une capacité financière que tu avais. Je m'explique, tu vas comprendre. Dès que tu vas avoir un salaire et pour peu, et ça se connecte au point précédent, que tu sois encore chez tes parents, tu as une capacité financière qui s'ouvre à toi. La banque, elle te prête. Utiliser l'argent pour le dilapider, alors ça fait plaisir de faire des cadeaux, mais le dilapider quand même, ou acheter quelque chose qui est une perte et qui en plus ne démultiplie pas ton argent, c'est un gâchis monumental. S'il te plaît, ne tombe pas dans ce piège grossier. C'est basique, mais pourtant, je le vois tout le temps. D'ailleurs, je vais finir ici ce point avec cet élément-là. Il y a des gens qui continuent de payer des crédits de leur vie d'avant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont construit leur vie avec un crédit sur le dos, qu'ils ont contracté quand ils étaient jeunes, parce que justement, ils sont tombés dans ce piège grotesque et ils s'en mordent les doigts. Laisse-moi un commentaire si tu fais partie de ceux-là. Je te soutiens de tout mon poids. Même si j'ai un peu maigri. Là maintenant, on va parler des relations amoureuses. C'est aussi un peu lié à ça. Pour lesquelles tu vas dépenser des sommes inconsidérées dans le but de plaire, mais surtout, pour moi, et je ne suis pas un coach en relations amoureuses, tu vas complètement perdre de vue, j'ai envie de dire, l'essentiel. C'est quoi ta relation amoureuse? Ça n'est pas l'argent. Bon, je vais même rien écrire, mais il n'y a rien à écrire sur cette partie-là. En gros, quand tu te mets avec quelqu'un, tu veux que cette personne, elle t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais. Donc, les relations amoureuses en soi, et surtout au début de tes relations, ne doivent avoir aucun lien avec quelque somme d'argent que ce soit. En gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu n'as pas besoin
pour épater la personne avec qui tu es, d'aller dans des grands restos et de claquer des fortunes parce qu'encore une fois, la personne elle est censée être avec toi pour ce que tu es, pas pour ce que vous faites. Et tu auras le temps à un moment donné de, comment dirais-je, de profiter de l'argent une fois que tu le gagneras correctement. Deuxième élément que je veux aussi ajouter, attention dans ton processus d'enrichissement d'impliquer le conjoint. Pourquoi? Spécifiquement pour l'un des premiers éléments qu'on a vu par rapport au sacrifice que tu vas faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne qui est avec toi, si elle ne comprend pas ce que tu fais, tu vas la perdre. Et ce n'est pas non plus le but de l'opération. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, il faut qu'on soit très clair. En vérité, la personne avec qui tu es, elle doit accepter ce que tu fais. Si je peux me permettre, j'ouvre et je ferme une parenthèse rapide. Ma femme est ma femme parce que c'est la seule fille que j'ai rencontrée qui a accepté ce que je faisais. C'est intéressant d'ailleurs de le dire parce que je trouve que, je le pense complètement, je n'aurais pas été épanoui avec quelqu'un qui n'acceptait pas ce que je faisais. Et je peux te dire que j'ai rencontré ma femme sur le tard parce que toutes les autres filles que j'ai rencontrées n'acceptaient pas mes comportements financiers et de travail général, y compris mes sacrifices, et je les comprends. Parce qu'elles n'acceptaient pas le chemin dans lequel je m'engageais. Et je n'ai pas de problème avec ça. Je les ai toujours respectées, elles m'ont toujours respecté. Elles avaient le droit de ne pas adhérer et de ne pas comprendre ce que je faisais. Mais de la même manière, je n'avais pas envie de rester avec elles parce que je me disais, attends, si à un moment donné tu n'acceptes pas ce que je fais, ben, ça ne va pas fonctionner. Donc comprends que ta relation amoureuse de manière générale est un énorme piège dans lequel tu peux tomber dans la mesure où, d'abord tu n'es pas clair, et je veux quand même le préciser. Pour toutes les personnes qui, comme moi, sont dans ce cheminement qui est de dire je veux augmenter mes revenus d'une manière entre guillemets non conventionnelle, parce que moi j'ai augmenté mes revenus au travers du locatif et pas au travers du salariat, ni au travers d'un travail, c'est juste mes revenus locatifs qui augmentent. Pour toutes les personnes qui sont sur ce chemin-là, mais ça pourrait être des revenus boursiers, je vous le dis, si vous avez des problèmes dans vos relations, c'est votre faute, ça a toujours été ma faute, je n'ai pas de problème avec ça. Je sais qu'à chaque fois que j'ai eu des relations autres que ma femme et que ça ne fonctionnait pas, c'était 100% ma faute parce que je ne m'expliquais pas clairement, je n'étais pas clair sur mes buts, je n'impliquais pas la personne et dès l'instant que j'ai changé mes comportements avec la personne avec qui j'étais, elle a mieux accepté et après bon, j'ai rencontré la bonne personne et voilà. Mais bref, ne néglige pas le fait que en fait, ton conjoint, ta conjointe a un rôle déterminant dans le processus de l'enrichissement et c'est un piège que de croire le contraire. Ah, celui-là. Croire en, bon c'est un S, je l'ai mal écrit, en de fausses vérités. Alors j'ai un exemple très simple, d'accord? Là, on a un riche, là, on a un autre riche, là, on a, je vais peut-être pas mettre ça, on a 90% des gens qui vont croire ce que je vais écrire ici. On a moins de 10% des gens, moi je dirais qu'on a plus de 90% des gens qui vont croire ce que je vais écrire ici. Et on a moins de 10% des gens qui vont, voilà. Et plus tu vas croire en de fausses vérités, plus tu vas tomber dans des pièges grotesques et moins tu vas arriver à t'enrichir. Regarde, je t'explique, c'est très facile. Les gens dans ce pays, en France, plus de 90% des gens de ce pays croient que les riches sont riches par héritage. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Ça s'appelle une fausse vérité. Les riches sont riches pour une seule raison, d'accord? C'est qu'en fait, ils ont décorrélé le temps, leur temps, de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, la vérité dans laquelle tout le monde croit, elle est là. Voilà, les riches sont riches par héritage. Donc, du coup, comme tu crois à ça, ben, tu t'enrichiras jamais parce que tu ne fais rien dans ta vie pour que ça s'améliore. Et la réalité est, voilà, si tu le comprends, voilà, le meilleur exemple, ben, c'est l'immobilier et je peux t'en parler. Moi, je gagne de l'argent en dormant. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de travailler pour obtenir les loyers que j'encaisse, tu vois. C'est tout, c'est comme ça. Donc mon temps n'a aucun lien avec mon argent. Par contre, tu vois, je travaille à côté et là, mon temps est lié à mon argent. Et je sais faire la distinction. Et je sais d'ailleurs dans quoi je mets mon argent. Petit disclaimer dans l'immobilier, c'est pour ça que je le mets là, parce que j'ai bien compris que c'était ça qui me rapportait le plus d'argent. Donc, c'est tout simple. Tu peux continuer à croire en plein de fausses vérités, mais elles ont un impact sur ta vie. Et cet impact, d'ailleurs je vais écrire juste impact, ben en fait, il implique les résultats que tu obtiens. Et plus tu crois en ces fausses vérités, moins tu avances,
moins tu as de résultats, plus tu t'éloignes et plus tu es coincé dans le piège. D'ailleurs, tu vois, je n'ai pas remarqué tout à l'heure, mais en fait, on est au point numéro 12. Parce qu'en fait, chaque fenêtre est un point. Alors là, tu sais, tu t'y attends, de toute façon, parce que c'est la suite logique de tout ce que je viens de t'écrire. C'est ne pas lire / ne pas se former. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le deuxième point parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la formation, ce qui est une énorme erreur. Je vais te parler des livres. Les livres, tu n'as aucune excuse pour ne pas lire des livres. Tu tapes crise financière sur Amazon, tu as ce livre qui apparaît. Là, par exemple, dans cette vidéo, je t'ai parlé au début de l'influence du groupe. Dans ce bouquin, je te présente une expérience qui a été menée pour prouver l'influence du groupe. C'est éloquent. Tu te rends compte qu'en fait, on est énormément influencé. Tu tapes riche sur Amazon, tu as ce livre qui apparaît et tu vas apprendre à gérer ton argent différemment. Les livres, franchement, c'est énorme tout ce que ça peut t'apprendre et je pense que c'est la première étape que tout le monde devrait franchir pour avancer dans sa tête. Alors, tu as mes livres, tu as plein d'autres livres. Je ne vais pas te donner une liste exhaustive des livres que tu peux lire. Lis des bouquins et tu seras satisfait. Ça va te faire évoluer, ça va changer ta mentalité. Ne pas lire, ne pas se former, c'est une énorme erreur. On finit avec le dernier point. Franchement, je le redoute celui-là parce qu'il est à la fois rapide, il est à la fois hyper efficace. Et bon, voilà, je sais que… Voilà, le déménagement, ne pas déménager. Alors, je ne vais pas te faire tout un laïus sur le sujet. Je vais te raconter une petite histoire rapide qui, moi, a fonctionné sur moi. Elle peut ne pas fonctionner sur toi, j'en sais rien. J'espère que tu vas comprendre ce que je vais te dire. On prend cette personne et on la met dans un congélateur. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe? Je la mets dans un, comment on appelle, dans une chambre froide. Je te prends, toi qui me regardes, je t'amène et je te mets dans une chambre froide. Qu'est-ce que tu vas avoir? Ben, tu vas avoir froid, on est d'accord? Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas mettre un manteau, tu vas te couvrir. Voilà, tu vois, tac. Là, tu mets un manteau pour te couvrir. On est d'accord? C'est logique. Pourquoi tu te couvres? Parce que l'environnement, ton environnement a raison de ta situation initiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui que tu sois, si je te prends et que je te mets dans une chambre froide, tu vas avoir froid, tu vas vouloir mettre un manteau pour te protéger du froid. Donc ça veut dire que ton environnement t'influence. Ça, c'est un piège énorme. Les gens ne veulent pas déménager, ils veulent rester. Alors, en plus, on est un pays, vraiment, quand tu regardes les chiffres, c'est incroyable. Les gens ne bougent pas. Moi, dans ma famille, j'ai connu quelqu'un qui a refusé un poste parce que c'était trop loin de chez lui alors qu'il y avait une augmentation et plein de trucs à la clé. Non, c'était trop loin. C'est un délire. Tu sais que l'argent est là où il est. C'est-à-dire que tu dois des fois aller le chercher. Et des fois, il y a des timings pour avoir ça. Enfin, voilà, et ça, si tu ne le comprends pas, je ne peux rien faire pour toi en fait. Des fois, d'ailleurs, c'est un exemple, tu vois, si tu veux travailler dans la haute couture, il vaut mieux aller à Paris. Si tu veux travailler dans le journalisme, il vaut mieux aller à New York. Bon, c'est des images un peu tirées par les cheveux, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu dois accepter que ton environnement a raison de ta situation. Si je te prends et que je te mets au milieu des riches, tu vas être influencé par les gens qui t'entourent. Donc déménage, bordel. C'est un truc pas compliqué et c'est un truc pourtant que je ne vois jamais ou trop peu souvent être appliqué. Tu déménages et tu vas dans un endroit qui est plus intéressant pour toi en termes d'élévation, en termes d'avancement et ça te permet de passer une étape. Ça, c'est vraiment un conseil qui n'est pas très difficile à mettre en place. Et j'espère que ça t'a fait réfléchir, ces 13 petits pièges. Mais on va conclure maintenant avec une phrase que tu connais, que tu subis déjà, que l'on subit déjà, parce que je ne suis pas non plus, enfin je suis comme toi, quoi, tu vois. Cette phrase, c'est la suivante. Faire inlassablement la même chose en espérant un résultat différent, c'est la folie. Tu la connais cette phrase. Et pourtant, on est nombreux à faire cette erreur. On veut un résultat, mais on ne fait rien pour l'obtenir. Enfin, c'est pas qu'on fait rien, c'est qu'on n'initie aucun changement pour obtenir le résultat. Tu veux t'enrichir, mais tu veux rien changer. Ça n'arrivera pas. C'est juste un rêve. Enfin, je veux dire qu'en ne rien changeant, on obtienne le résultat. Tu as bien compris. Hein? Fais pas l'erreur. Bref, ce que j'essaie de te dire, c'est quoi? C'est que je vais te montrer 13 pièges dans lesquels on tombe tous, ou on est déjà tous tombés d'une manière ou d'une autre, et pour lesquels, malheureusement, il va falloir faire un effort pour avancer vers le résultat, l'enrichissement.
Mais le truc qui est intéressant, c'est que, premièrement, je ne trouve pas que les efforts qui sont décrits ici soient insurmontables, que deuxièmement, ils sont à la portée de tous, et que troisièmement, en dehors de la discipline et de l'effort, il n'y a rien d'autre, il n'y a aucune compétence particulière. Donc tu vois bien que c'est à ta portée. Finalité, des pièges, il y en aura toujours, pour tout le monde, et tout le temps. Mais si tu fais les changements qu'il faut pour ne plus tomber dedans, il n'y a pas de raison que tu ne t'enrichisses pas. Et c'est ce que je te souhaite. Like, partage cette vidéo à quelqu'un qui aurait peut-être besoin de voir ces pièges-là. Et puis, va sur Immobilier Compagnie où tu cliques sur le lien juste en dessous pour qu'on travaille ensemble. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!